Les jours suivants se passèrent sans événement remarquable. Madame d'Abrevine témoignait une grande estime et une grande confiance à Monsieur Jackson, qui réunissait toutes les qualités que l'on cherche sans les trouver chez un précepteur. Indépendamment d'une instruction très étendue, il dessinait et peignait bien et avec facilité. Il savait l'anglais, l'allemand et le français. Quant au polonais, il s'en cachait soigneusement. Madame d'Abrevine et le général étaient enchantés. Natacha était dans l'admiration et la témoignait en toute occasion. Monsieur Jackson était fort content de ses élèves, parmi lesquels s'était imposée Natacha pour la musique, le dessin et les langues étrangères. Les leçons se donnaient dans le joli salon, à la demande du général, qui s'en amusait et s'y intéressait beaucoup. Jacques avait été invité, à sa grande joie, à prendre part à l'éducation soignée que recevaient les jeunes d'Abrevine. Ce côté du château vivait donc heureux et tranquille. L'hiver s'avançait, le général vendait à l'insu de la Papovski ses terres et ses maisons, et faisait de bons placements en Angleterre. Un jour, enfin, il reçut, d'un général aide de camp de l'empereur, une proposition pour Gromiline. Il en offrait 5 millions payés comptant. Le général Dourakine accepta, à condition qu'il n'en dirait mot à personne, même après l'achat, jusqu'au 1er juin, et qu'il viendrait lui-même ce jour-là prendre possession du château et en chasser la famille Papovski qui y était installée. Les conditions furent acceptées, la vente fut terminée, l'argent payé et envoyé à Londres. Madame Papovski ne savait rien de toutes ces ventes, les Derigny, Madame d'Abrevine et Roman étaient seuls dans la confidence. Le général, sollicité par Roman, avait révélé à Madame d'Abrevine le vrai nom et la position du prince Pajarski. Elle avait donné les mains avec joie au complot arrangé par son oncle et Derigny pour quitter la Russie. Elle se plaignait de sa santé devant sa sœur, regrettait de ne pouvoir aller aux eaux. À la fin de l'hiver, un jour le général lui proposa. Devant Madame Papovski de la mener aux eaux en Allemagne, elle fit quelques objections sur le dérangement, l'ennui que donnerait à son oncle un voyage avec tant de monde. Le général. Tu peux ajouter à tous les tiens la famille Derigny que j'emmènerai. Madame Papovski. Comment, mon oncle, vous vous embarrasserez de tous ces gens-là? Le général. Oui, Maria Petrovna, comme je compte vous laisser à Gromiline pour faire mes affaires en mon absence, j'aime mieux vous débarrasser d'une famille que vous n'aimez pas. D'ailleurs ils veulent retourner en France, où ils ont des parents et du bien. Les yeux de Madame Papovski brillèrent et s'ouvrirent démesurément. Elle ne pouvait croire à tant de bonheur. Madame Papovski. Vous me laisseriez ici, chez vous, et maîtresse de tout diriger? Le général. Tout. Vous ferez ce que vous voudrez, vous dépenserez ce que vous voudrez tout le temps que vous y resterez. Madame Papovski. Et combien de temps durera votre absence, mon bon oncle? Le général. 1 an, mon excellente nièce, 15 mois peut-être. Madame Papovski ne pouvait plus contenir sa joie. Elle se jeta dans les bras du général, qui la repoussa sous prétexte qu'elle dérangeait sa superbe coiffure. Madame Papovski. Mon pauvre oncle. 1 an, c'est affreux. Le général. 2 ans, peut-être. Madame Papovski. 2 ans, vraiment. 2 ans. Je ne puis croire à un. Le général. Un bonheur, pareil. Madame Papovski. Ah. Mon oncle. Vous êtes méchant. Le général. Bonheur énorme. Restez 1 an. Madame Papovski, vivement. Vous disiez 2 ans? Le général. 2 ans, si vous voulez, maîtresse souveraine de Gromiline, avec la chance que je meure, que je crève. Vous n'appelez pas ça un bonheur? Madame Papovski, faisant des mines. Mon oncle, vous êtes trop méchant. Vrai, je vous aime tant, vous savez? Le général. Oui, oui, je sais, et croyez que je vous aime comme vous m'aimez. Madame Papovski se mordit les lèvres, elle devinait l'ironie et elle aurait voulu se fâcher, mais le moment eût été mal choisi. Gromiline pouvait lui échapper. Elle faisait son plan dans sa tête. Aussitôt après le départ de son oncle, elle le dénoncerait comme recevant chez lui des gens suspects. Depuis 6 mois que Roman était là, elle avait observé bien des choses qui lui semblaient étranges. L'amitié familière de son oncle pour lui, la politesse et les déférences de sa sœur, les manières nobles et aisées du gouverneur, sa conversation, qui indiquait l'habitude du grand monde, de fréquentes et longues conversations à voix basse avec son oncle, des rougeurs et des pâleurs subites au moindre mouvement extraordinaire au dehors. Le service empressé de Derigny près du nouveau venu. Tous ces détails étaient pour elle des indices d'un mystère qu'on lui cachait. La famille française était évidemment envoyée par des révolutionnaires pour former un complot.
Le prétendu anglais, qui oubliait parfois son origine, et qui perdait son accent pour parler le français le plus pur et le plus élégant, devait être un second émissaire. Elle avait pris des informations secrètes sur l'arrivée de M. Jackson à Smolensk. Personne, dans la ville, n'avait vu ni reçu cet étranger. Il y avait donc un mystère là-dedans. Sa sœur et Natacha étaient sans doute dans le secret. Tous alors étaient du complot, et leur éloignement rendrait la dénonciation plus facile. Pendant qu'elle roulait son plan dans sa tête et qu'elle s'absorbait dans ses pensées, son regard fixe et méchant, son sourire de triomphe, son silence prolongé attirèrent l'attention du général, de Madame d'Abrowin et de Romane. Ils se regardèrent sans parler, le général fit à Romane et à Madame d'Abrowin un signe qui recommandait la prudence. Romane se leva pour aller rejoindre les enfants, qui, disait-il, pouvaient avoir besoin de sa surveillance. Le général se leva également et annonça qu'il allait travailler. « Je mets mes affaires en ordre, Maria Petrovna, pour vous rendre facile la gestion de mes biens. De plus, il sera bon que je vous mette au courant des revenus et des valeurs des terres et maisons. Derigny m'aide à faire mes chiffres, qui me cassent la tête. Je suis fort content de l'aperçu en gros de ma fortune, et je crois que vous ne serez pas fâchés d'en connaître le total. » Madame Papovski rougit et n'osa pas répondre, de crainte de trahir sa joie. « Vous n'êtes pas curieuse, Maria Petrovna, reprit le général après un silence. Vous saurez que, si vous venez à hériter de moi, vous aurez 12 à 13 millions. Madame Papovski. Ah. Mon oncle, je ne compte pas hériter de vous, vous savez. Le général. Qui sait? C'est parce que je vous tourmente quelquefois que vous craignez d'être déshérité? Qui sait ce qui peut arriver? Le regard étincelant de Madame Papovski, la rougeur qui colora son visage d'une teinte violacée, indiquèrent au général la joie de son âme. Elle pourrait donc avoir gros Miline et le reste des biens de son oncle sans commettre de crime et sans courir la chance d'une dénonciation calomnieuse. Sa sœur d'Abrowin et l'odieuse Natacha verraient leurs espérances déçues. À partir de ce moment, elle résolut de changer de tactique et d'attendre avec patience et douceur le départ de l'oncle et de ses favoris. Elle crut comprendre que son oncle mettait de la méchanceté et de la fourberie dans sa conduite envers Madame d'Abrowin et ses enfants, qu'il jouait l'affection pour mieux les désappointer, et qu'au fond il préférait à la douceur feinte et aux tendresses hypocrites de sa sœur son caractère à elle, sa manière d'agir et sa dureté, qui, croyait-elle, trouvait un écho dans le cœur et l'esprit de son oncle. Pendant qu'elle cherchait à comprimer le bonheur qui remplissait son âme, le général avait pris le bras de Madame d'Abrowin et avait quitté le salon, riant sous cape et se frottant les mains. Quand il fut dans le salon de Madame d'Abrowin et qu'il eut soigneusement fermé la porte, il se laissa aller à une explosion de gaieté qui fut partagée par sa nièce. Ils riaient tous deux à l'envi l'un de l'autre quand Romane entra. Il s'arrêta stupéfait. « ferme la porte, lui cria le général au milieu de ses rires. Romane. Pardon de mon indiscrétion, mon cher comte, mais de quoi et de qui riez-vous ainsi? Le général. De qui? De Maria Petrovna. De quoi? De ses espérances et de sa joie. Romane. Pardonnez, mon cher comte, si je ne partage pas votre gaieté, mais j'avoue que je n'éprouve que de la terreur devant les regards méchants et triomphants que jetait sur vous, sur Madame d'Abrowin et sur moi cette nièce avide et désappointée dans ses espérances. Le général. Fini, mon cher. Elle aura gros Miline, mes terres, mes maisons, mes millions, tout enfin. La surprise de Romane augmenta. Romane. Mais, vous avez tout vendu. Comment pouvez-vous lui donner ce que vous n'avez plus? Le général. Et voilà le beau de l'affaire. Et voilà pourquoi nous rions, Nathalie et moi. J'ai eu de l'esprit comme un ange. Raconte-lui cela, ma fille, je ris trop, je ne peux pas. Madame d'Abrowin raconta à Romane ce qui s'était passé entre le général et Madame Papovski. Romane rit à son tour de la crédulité de la dame et de la présence d'esprit du général. Romane. Mon cher et respectable ami, j'espère et je crois que vous nous avez tous sauvés d'un plan infernal de dénonciation qui aurait réussi, je n'en doute pas. Le général. Et moi aussi, mon ami, j'en suis certain, à la façon dont on traque tout ce qui est polonais et catholique, et, sous ces deux rapports, nous sommes tous véreux, n'est-ce pas, ma fille? Ajouta le général en déposant un baiser sur le front de Madame d'Abrowin. Madame d'Abrowin. Oh oui. Mon père. Les souffrances de la malheureuse Pologne me navrent, et le malheur a ouvert mon cœur aux consolations chrétiennes d'un bon et saint prêtre catholique qui vivait dans mon voisinage, et qui m'a appris à souffrir avec résignation et à espérer. Romane écoutait Madame d'Abrowin avec respect, admiration et bonheur. Et vos enfants, dit-il après quelque hésitation. Madame d'Abrowin.
Tous comme moi, mon cher monsieur, et tous désirant ardemment pouvoir pratiquer leur religion, seule proscrite et maudite en Russie, parce qu'elle est seule vraie. Roman lui baisa respectueusement la main. Roman. Mon cher comte, il serait bon de hâter le départ. Avez-vous fixé un terme? Le général. J'ai demandé au général Negrinsky, qui a acheté Gromiline, d'attendre au 1er juin pour prendre possession. Roman. Encore 6 semaines. C'est trop, mon ami. Ne pourriez-vous lui écrire de venir prendre possession en personne le 15 mai? Le général. Très bien. Je vais écrire tout de suite. Tu donneras ma lettre à Dérigny, qui la portera lui-même à Smolensk, à la poste. Le général se mit à table. 10 minutes après, Roman remettait la lettre à Dérigny en lui expliquant son importance et pourquoi le départ était avancé. Dérigny ne perdit pas de temps. Madame d'Abrovine convint avec son oncle qu'elle se plaindrait vivement de souffrances nouvelles, que le général proposerait de hâter le départ pour aller attendre la saison des eaux dans un climat plus doux, et qu'on le fixerait au 1er juin devant Madame Papovski, mais en réalité au 1er mai, dans 15 jours. Negrinsky arrivera le 15. Nous serons déjà loin, en chemin de fer et en pays étranger. Elle aura 15 jours de gloire et de triomphe. Madame d'Abrovine. Mais, mon père, ne craignez-vous pas que pendant ces 15 jours, elle n'exerce des cruautés contre vos gens et contre les pauvres paysans? Le général. Non, ma fille, parce que je ferai, avant de partir, un acte par lequel je donnerai la liberté à tous mes domestiques et par lequel je déclarerai que si elle fait fouetter ou tourmenter un seul individu, elle perdra tous ses droits et devra quitter mes terres dans les 24 heures. Madame d'Abrovine. Je reconnais la votre bonté et votre prévoyance, mon père. Le jour même, à dîner, Madame d'Abrovine se plaignit tant de la tête, de la poitrine, de l'estomac, que le général parut inquiet. Il la pressa de manger, mais Madame d'Abrovine, qui avait très bien dîné chez les Dérigny, par les ordres de son oncle, avant de se mettre à table, assura qu'elle n'avait pas faim, et ne voulut toucher à rien. Natacha était dans le secret du départ précipité, sans pourtant en savoir la cause. Elle montra une insensibilité qui ravit Madame Papovski. Elle se perdra dans l'esprit de mon oncle, il est clair qu'elle n'aime pas du tout sa mère, se disait-elle. Le général feignit de l'inquiétude, et ne pouvait dissimuler sa joie aux yeux méchants et rusés de Madame Papovski. Il ne s'émeut pas de la voir souffrir, il ne l'aime pas du tout, pensa-t-elle. Et son visage rayonnait, sa bonne humeur éclatait en dépit de ses efforts. Le lendemain, même scène, Madame d'Abrovine quitte la table et va s'étendre sur un canapé dans le salon. Le général, quand il reste seul avec Madame Papovski, se plaint de l'ennui que lui donne la santé de sa nièce d'Abrovine et demande conseil à Madame Papovski sur le régime à lui faire suivre. Madame Papovski. Je crois, mon oncle, que ce que vous pourriez faire de mieux, ce serait de lui faire respirer un air plus doux, plus chaud. Le général. C'est possible? Oui, je crois que vous avez raison. Je pourrais la faire partir plus tôt avec les Dérigny, et moi je ne les rejoindrai qu'en juillet ou en août aux eaux. Madame Papovski frémit. Son règne sera retardé de 2 mois au moins. Madame Papovski. Il me semble, mon oncle, que dans son état de souffrance vous séparer d'elle serait lui donner un coup fatal. Elle vous aime tellement que la pensée de vous quitter. Le général. Vous croyez? Pourquoi m'aimerait-elle autant? Madame Papovski. À mon oncle. Tous ceux qui vous connaissent vous aiment ainsi. Le général. Comment? Tous ceux que je quitte meurent de chagrin? C'est effrayant, en vérité. Mais, alors, vous aussi vous mourrez de chagrin, et vos 8 enfants avec vous. Ce qui fait 9 personnes. Voyons, eux n'en font 5, c'est 4 de moins que j'aurai sur la conscience. Alors, décidément je reste avec vous. Madame Papovski. Mais non, mon oncle, ils seront 9 comme chez moi, en comptant les Dérigny. Le général. C'est vrai. Mais, la qualité? Madame Papovski. Mais mon oncle, je ne vaux pas ma sœur, et mes enfants ne peuvent se comparer aux siens, si bons, si gentils. Natacha est si charmante. Et puis Monsieur Jackson. Quel homme admirable. Comme il parle bien français. On ne le croirait jamais anglais. Madame Papovski regarda fixement son oncle, qui rougissait légèrement. Elle s'enhardit à sonder le mystère, et ajouta. Plutôt français. Le général ne bougea pas. Même. Polonais. Le général bondit. Le général. Polonais. Un Polonais chez moi. Allons donc.
Ah ah. Polonais. Il y ressemble comme je ressemble à un Chinois. La gaieté du général était forcée, sa bouche riait, ses yeux lançaient des flammes. Il sembla à Madame Papovski que s'il en avait le pouvoir, il l'étranglerait sur place. Le regard fixe et sérieux de cette femme méchante augmenta le malaise du général, qui s'en alla en disant qu'il allait savoir des nouvelles de sa nièce. Madame Papovski. C'est un Polonais. Je le soupçonnais depuis quelque temps, j'en suis sûr maintenant. Et mon oncle le sait et il le cache. Il est bien heureux de m'avoir laissé le soin de gérer ses affaires en son absence, sans quoi, j'aurais été à Smolensk et j'aurais dénoncé le Polonais et eux tous avant 8 jours d'ici. Seulement le temps de découvrir du nouveau et de m'assurer du fait. À présent, c'est inutile, je tiens sa fortune, j'en vendrai ce que je voudrai. L'hiver prochain, je vendrai du bois pour 1 million, et je le garderai, bien entendu. Pendant que Madame Papovski triomphait, le général arrivait chez Madame Dabrovine le visage consterné et décomposé. Ma fille. Mon enfant. Elle a deviné que Roman était un Polonais. Qu'il se cache. Elle le perdra. Elle le dénoncera, la misérable. Mon pauvre Roman. Et le général raconta ce qu'avait dit Madame Papovski. Madame Dabrovine. Mon père. Pour l'amour de Dieu, calmez-vous. Qu'elle ne vous surprenne pas ainsi. Comment saurait-elle que le prince Roman n'est pas Monsieur Jackson? Elle soupçonne peut-être quelque chose, elle aura voulu voir ce que vous diriez. Qu'avez-vous répondu? Le général. J'ai ri. J'ai dit des niaiseries. Mais je me sentais furieux et terrifié. Et voilà le malheur. Elle s'en est aperçue. Si tu avais vu son air féroce et triomphant. Coquine. Gueuse. Que ne puis-je l'étouffer, la hacher en morceaux. Madame Dabrovine. Mon père. Mon pauvre père. Remettez-vous, laissez-moi appeler Derigny, il a toujours le pouvoir de vous calmer. Le général. Appelle, mon enfant, qui tu voudras. Je suis hors de moi. Je suis désolé et furieux tout à la fois. Madame Dabrovine courut à la recherche de Derigny, qu'elle trouva heureusement chez lui avec sa femme. Leurs enfants jouaient avec ceux de Madame Dabrovine dans la galerie. Madame Dabrovine. Mon bon Derigny, venez vite calmer mon pauvre père qui est dans un état affreux. Il craint que ma sœur n'ait reconnu le prince Roman. Derigny suivit précipitamment Madame Dabrovine. Arrivé près du général, il fut mis au courant de ce qui venait de se passer. Derigny. Pas de danger, mon général. Grâce à votre coup de maître d'avoir abandonné à Madame Papovski, en votre absence, l'administration de vos biens, son intérêt est de vous laisser partir. Il ne serait même pas impossible que ce fût une ruse pour hâter votre départ et vous faire abandonner le projet que vous manifestiez de rester à Gromiline et de nous laisser partir sans vous. Il n'y a qu'une chose à faire, ce me semble, mon général, c'est de partir bien exactement le 1er mai, dans 12 jours, mais de ne le déclarer à Madame Papovski que la veille, de peur de quelque coup fourré. Madame Dabrovine. Monsieur Derigny a raison, je crois qu'il voit très juste. Tranquillisez-vous donc, mon pauvre père. Le danger des autres vous impressionne toujours vivement. Madame Dabrovine serra les mains de son oncle et l'embrassa à plusieurs reprises. Les explications de Derigny, la tendresse de sa nièce, remirent du calme dans le cœur et dans la tête du général. Le général. Chère, bonne fille. Je me suis effrayé, il est vrai, et à tort, je pense. Mais aussi, quel danger je redoutais pour mon pauvre Roman. Et pour nous tous, peut-être. Vous l'avez heureusement conjuré, mon général, dit gaiement Derigny. Nous sommes en mesure de partir quand vous voudrez. J'ai déjà emballé tous les effets auxquels vous tenez, mon général, l'argenterie même est dans un des coffres de la berline, le reste sera fait en 2 heures. Le général. Merci, mon bon Derigny, toujours fidèle et dévoué. Mon père, s'écria avec frayeur Madame Dabrovine, nous ne passerons pas la frontière, nous n'avons pas de passeport pour l'étranger. Ils sont dans mon bureau depuis 8 jours, mon enfant, répondit le général en souriant. Madame Dabrovine. Vous avez pensé à tout, mon père. Vous êtes vraiment admirable, pour parler comme ma sœur. Le général. Où est allé Roman? Savez-vous, Derigny? Derigny. Je ne sais pas, mon général, je ne l'ai pas vu. Mais je pense qu'il est à son poste, près des enfants. Le général. Tâchez de nous l'envoyer, Derigny,
Il faut que je le prévienne de se tenir en garde contre les scélératesses de ma méchante nièce. A-t-on jamais vu deux sœurs plus dissemblables? Derigny trouva effectivement Roman dans la galerie. Il paraissait agité et se promenait en long et en large. Natacha l'accompagnait et lui parlait avec vivacité et gaieté. Derigny parut surpris de l'agitation visible de Roman et lui demanda s'il était souffrant. Non, non, mon bon monsieur Derigny, répondit Natacha en riant. Je suis occupée à le calmer et à lui faire la morale. Figurez-vous que monsieur Jackson, toujours si bon, si patient, s'est fâché, mais tout de bon, contre mes cousins Mitineka et Yegor, qui sautaient après lui en l'appelant polonais. Monsieur Jackson a pris cela comme une injure, et moi, je lui dis que c'est très mal, que les Polonais sont très bons, très malheureux, qu'il ne faut pas les détester comme il fait, qu'il faut même les aimer, et lui, au lieu de m'écouter, il a les yeux rouges comme s'il voulait pleurer, il me serre la main à me briser les doigts, et tout cela par colère. Tenez, regardez-le, voyez s'il a l'air tranquille et bon comme d'habitude. Derigny ne répondit pas, Roman se tut également, Natacha alla gronder encore ses méchants cousins, pendant ce temps, Derigny et Roman avaient disparu. Madame Papovski entra. Monsieur Jackson n'est pas ici? Mitineka. Non, maman, il est parti furieux. Nous l'avons appelé polonais, comme vous nous l'avez ordonné. Il a pris cela pour une injure. Il s'est fâché, il nous a grondés. Il a dit que nous étions des menteurs, des méchants enfants, et il s'en est allé malgré Natacha. Natacha. Oui, ma tante, et j'ai eu beau lui dire que c'était très mal de haïr les Polonais comme il le faisait, et d'autres choses, très raisonnables, il n'a rien voulu écouter, et il est parti très en colère. Ah, dit madame Papovski. Et, sans ajouter autre chose, elle quitta la chambre, étonnée et désappointée. Il n'est pas polonais, pensa-t-elle. Qu'est-il donc? Chez madame d'Abrovine, où Roman trouva le général, il raconta, encore tout ému, l'apostrophe des petits Papovski. Et, lorsque le général et madame d'Abrovine lui dirent qu'il avait tort de s'effrayer de propos d'enfants, son agitation redoubla. Roman. Cher comte, chère madame, ces enfants n'étaient que l'écho de leur mère, je le voyais à leur manière de dire, à leur insistance grossière et malicieuse. Ce n'est pas moi seul qui suis en jeu, ce serait vous, mes bienfaiteurs, mes amis les plus chers, vos fils, votre fille, si bonne et si charmante. Tous vous seriez enveloppés dans la dénonciation, car, vous savez, elle l'a dit, elle nous fera tous enfermer, juger, envoyer aux mines, en Sibérie. Oh! La Sibérie! Quel enfer! Quelle terreur de songer que, pour moi, à cause de moi, vous y seriez tous. Je me sens devenir fou à cette pensée. Vous, le général. Natacha. Oh. Mon Dieu. Pitié. Pitié. Sauvez-les. Prenez-moi seul. Que seul je souffre pour tous ces êtres si chers. Roman tomba à genoux, la tête dans ses mains. Le général était consterné, madame d'Abrovine pleurait, Derigny était ému. Il s'approcha de Roman. Courage, lui dit-il, rien n'est perdu. Le danger n'existe pas depuis que le général donne, par son départ volontaire, la gestion de toute sa fortune à madame Papovski. L'intérêt qui guide ses actions doit arrêter toute dénonciation. Les biens seraient mis sous séquestre, madame Papovski n'en jouirait pas, et elle n'aurait que l'odieux de son crime, dont l'État seul profiterait. C'est vrai. Oui. C'est vrai, dit Roman s'éveillant comme d'un songe. J'étais fou. Le danger m'avait ôté la raison. Pardonnez-moi, très chers amis, les terreurs que j'ai fait naître en 1000 livres en moi-même. Pardonnez. Et vous, mon cher Derigny, recevez tous mes remerciements, je vous suis sincèrement reconnaissant. Roman lui serra fortement les deux mains. Redoublons de prudence, ajouta-t-il. Encore quelques jours et nous sommes tous sauvés. Au revoir, cher comte, je retourne à mon poste, que j'ai déserté, et si les Papovski recommencent, j'abonderai dans la pensée de Natacha, qui croyait que j'étais en colère et que c'était par haine des Polonais que je m'agitais. Il sortit en souriant, laissant ses amis calmes et rassurés. Quand il rentra, il trouva tous les enfants groupés autour de Natacha, qui leur parlait avec une grande vivacité. Il s'arrêta un instant pour considérer ce groupe composé de physionomies si diverses. Quand Natacha l'aperçut, il souriait. Ah! Vous voilà, monsieur Jackson? Et vous n'êtes plus fâché, je le vois bien. Mes cousins, voyez, monsieur Jackson vous pardonne, mais ne recommencez pas, pensez à ce que je vous ai dit. Et vous, dit-elle en s'approchant de monsieur Jackson d'un air suppliant et doux, ne détestez pas les pauvres Polonais, Jackson tressaille. Je vous en prie, mon cher monsieur Jackson.
Ils sont si malheureux. On ne leur laisse ni patrie, ni famille, ni même leur sainte religion. Comment ne pas les plaindre et ne pas les aimer? N'est-ce pas que vous tâcherez de les aimer, pour ne pas être trop cruel? Monsieur Jackson la regardait sans lui répondre, son âme polonaise tressaillait de joie. Natacha. Mais parlez, répondez-moi. C'est donc bien difficile, bien terrible d'avoir pitié de ceux qui souffrent, qu'on arrache à leur famille, qu'on enlève leurs parents, qu'on envoie en Sibérie? Assez, assez, dit Jackson de plus en plus troublé. J'ai pitié de ces infortunés. Si vous saviez. Mais assez, plus un mot. Je vous en conjure. Natacha. Bien, nous n'en parlerons plus, avec vous, car j'en cause souvent avec maman. Je suis bien aise de vous avoir enfin attendri sur. Pardon, je me sauve pour ne pas recommencer. Et Natacha, riante et légère, s'échappa en courant. Et vint raconter ses succès à sa mère et à son oncle. Je l'ai converti, maman, il a enfin pitié de ces pauvres Polonais. Il me l'a dit, mais il ne veut pas qu'on en parle. C'est singulier qu'un homme si bon déteste des gens si malheureux et si courageux. Natacha, dit le général, qui riait et se frottait les mains, sais-tu que nous partons dans 8 ou 10 jours? Natacha. Tant mieux, mon oncle, nous serons tous contents de nous en aller à cause de maman. Et puis? Natacha rougit et se tut. Le général. Et puis quoi? De qui as-tu peur ici? Achève ta pensée, Natacha. Natacha. Mon oncle, c'est que c'est mal d'être enchanté de quitter ma tante et mes cousins? Le général. Et pourquoi es-tu enchanté de les quitter? Parle sans crainte, Natacha, dis-nous toute la vérité. Natacha. Eh bien, mon oncle, puisque vous voulez le savoir, c'est parce que ma tante est méchante pour mes frères, qu'elle appelle des ânes et des pauvreards, pour Jacques et Paul, qu'elle gronde sans cesse, qu'elle appelle des petits laquais, qu'elle menace de faire fouetter, pour ce bon monsieur Jackson, dont elle se moque, qu'elle oblige à porter son châle, son chapeau, qu'elle traite comme un domestique, tout cela me fait de la peine. Parce que je vois bien que monsieur Jackson n'est pas habitué à être traité. Comme ça, les pauvres petits d'Érigny pleurent souvent, surtout Paul. Quant à mes cousins, ils taquinent mes frères, tourmentent Jacques et Paul, et disent des sottises à monsieur Jackson, qui protège les pauvres petits. Vous pensez bien, mon oncle, que tout cela n'est pas agréable. Le général, riant. C'est même très désagréable. Viens m'embrasser, cher enfant. Encore 8 jours de patience, et tu seras comme nous délivrer des méchants. En attendant, je te permets d'être enchanté comme nous. Natacha. Vrai, vous êtes content? Oh. Mon oncle, que vous êtes bon. Natacha demanda la permission d'aller annoncer la bonne nouvelle d'Érigny. Le général la lui accorda en riant plus fort, et en recommandant le secret jusqu'au lendemain.